Alors bonjour tout le monde, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Mon nom est Joëlle et je suis CPA et je fais cet atelier pour le compte de la littératie, le programme de la littératie financière. Aujourd'hui, nous allons voir avec cet atelier comment maximiser votre entreprise, comment en avoir le plus et en tirer le plus possible. Nous allons voir à quelques questions que les entrepreneurs se posent, telles que nos ventes sont excellentes, mais pourquoi notre trésorerie est-elle si basse? Notre trésorerie suffit-elle pour payer toutes nos dépenses? Combien nous faut-il pour de l'expansion si jamais il faut y penser? Pouvons-nous dégager des fonds de notre entreprise? Comment amener nos clients à nous payer plus rapidement? Et gérons-nous bien ou efficacement notre trésorerie? Ceci sont quelques questions auxquelles je vais tenter de répondre pendant cet atelier. Pour commencer, nous allons commencer à voir qu'est-ce qu'un cycle d'exploitation type. Un cycle d'exploitation est vraiment un délai dans lequel on va voir, lorsque nous achetons des stocks, jusqu'au moment où nous recevons de l'argent des clients. Alors, comme on peut voir ici avec notre PowerPoint, on a l'achat des stocks, on a la commande des clients pour des produits, on a le paiement des factures, et à la fin, on a la réception des paiements par les clients. On voit qu'à certaines étapes de ce cycle d'exploitation, on a la réception de trésorerie. Alors, ça, c'est vraiment le cycle d'exploitation type d'une compagnie. C'est sûr que ça va diverger d'une compagnie manufacturière à une compagnie commerciale, mais il faut garder en tête que ça, c'est le cycle d'exploitation type d'une compagnie normale. Alors, il faut comprendre que dans notre cycle d'exploitation, on dépense de l'argent avant, ça veut dire qu'on met de l'argent de l'avant pour acheter notre stock qui reste pendant un certain temps jusqu'à ce que, dans notre entrepôt, jusqu'à ce qu'il soit vendu aux clients. Mais par la suite, il y a aussi le paiement des factures qu'il faille faire pour payer ces stocks au compte fournisseur. Alors, il y a encore un autre décaissement qui se fait durant ce cycle d'exploitation. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier les endroits où il y a une sortie d'argent, mais aussi pouvoir faire rentrer l'argent au bon endroit, au bon moment, avec la réception des paiements par les comptes clients. Pour ce faire, il faut comprendre ce qu'est un fonds de roulement. Le fonds de roulement est une mesure d'actifs liquides disponible aux fins d'exploitation de l'entreprise. Ça veut dire qu'on veut savoir combien d'argent qui nous reste dans les mains pour pouvoir continuer l'exploitation de notre entreprise. Le fonds de roulement, ici, est catégorisé comme l'actif, l'excédent de l'actif sur les passifs à court terme toujours. Alors, un actif à court terme ici est déterminé comme la trésorerie, ça veut dire l'espèce et la quasi-espèce, est considéré comme des stocks et des créances, les créances qui sont les comptes clients. Vous pouvez aussi avoir d'autres comptes qui déterminent votre actif à court terme. Vous avez les passifs à court terme, qui est la plupart du temps représenté par les emprunts ou les dettes, les comptes à payer aux fournisseurs. Alors, pour mieux comprendre le fonds de roulement, nous avons un exemple devant nous. Nous avons une entreprise type où il y a de l'actif à court terme, où il y a des passifs à court terme. Ici, comme je vous ai déjà dit, le fonds de roulement est l'excédent de l'actif sur le passif. Alors, on voit comme exemple qu'on a la trésorerie pour 10 000 $, des stocks pour 20 000 $, les comptes clients pour 75 000 $, qui fait un total de 105 000 $. Du côté des passifs à court terme, nous avons les dettes aux fournisseurs pour un montant de 15 000 $. Alors, si on applique la mathématique, on fait 105 000 $ qui est notre actif à court terme, moins notre passif à court terme de 15 000 nous donnerait un surplus de liquidité de 90 000 $ à pouvoir utiliser dans notre cycle d'exploitation. Ça veut dire la liquidité de 90 000 $ servent à financer les activités de notre entreprise pour son exploitation. Alors, pour répondre à notre première question, qu'arrive-t-il au fonds de roulement si les ventes augmentent de 20 %? Alors, on va voir un peu la dynamique qui se crée. Lorsqu'un élément augmente, il faut se dire qu'il y a d'autres éléments aussi qui vont suivre et qui vont augmenter avec ça. C'est sûr que si mes ventes augmentent, il y aura une augmentation aussi de mon compte fournisseur, il y aura une augmentation de mon compte client
et il y aura une augmentation aussi de mes stocks. Alors, on va voir comment ces éléments-là entrent et interagissent entre eux et pourquoi, lorsqu'il y en a un qui augmente, quel effet que ça a sur les autres éléments de notre actif. Alors, il ne faut pas oublier que souvent, pour des entreprises en période de croissance, vont éprouver cette difficulté de liquidité. Elles vont souvent être en période de croissance et elles ne se posent pas la question d'où vient leur manque de liquidité. Alors, ceci est un bon moyen pour nous d'identifier à quel moment devons-nous faire rentrer des sources de fonds, à quel moment devons-nous en injecter et en sortir. Alors, on va le voir tout ça avec les prochains exemples. Alors, pour soutenir notre question à pourquoi me manque-t-il des liquidités, nous avons ici un exemple en face de nous. Nous avons un exemple où il faut augmenter le fonds de roulement pour soutenir la croissance des ventes. On vient de dire que nos ventes ont augmenté de 20 et on va faire la mathématique ici. Les trésoreries n'ont pas changé, elles restent encore à 10 000 $. Le stock a augmenté, lui, pour se solder à un compte de 24 000 $. Les comptes clients aussi augmentent pour se solder au montant de 90 000 $. Le passif à court terme aussi a augmenté de 18 000 $. Alors, si on refait notre petite mathématique pour trouver notre fonds de roulement, on viendrait faire 124 000 $ pour l'actif à court terme, moins notre passif à court terme de 18 000 $ qui nous donnerait encore un besoin de liquidité de 106 000 $. Tout cela, on vient d'augmenter le fonds de roulement de 16 000 $. Juste avec une augmentation de 20 de nos ventes, de nos efforts de vente. Alors, on va essayer de comprendre et de démystifier le pourquoi de ces augmentations et comment faire pour pouvoir réduire le montant nécessaire de notre fonds de roulement. Alors, pour répondre à la question, comment pouvons-nous avoir des fonds supplémentaires? Comment pouvons-nous dégager plus de fonds? On va essayer d'y répondre avec cette diapositive. Il y a plusieurs manières d'aller chercher des fonds supplémentaires lorsqu'il nous en manque. Une des premières serait les fonds existants, tels que l'encaisse. On va essayer de voir, vu que dans notre exemple, on a juste 10 000 $ dans notre encaisse, mais ce serait un moyen d'aller chercher des fonds supplémentaires pour alimenter notre fonds de roulement. Il y aurait aussi les investissements supplémentaires des propriétaires. Ça veut dire, lorsqu'on n'est pas capable d'aller chercher ce 106 000 $ de plus, il faudrait peut-être que le propriétaire lui-même ou les actionnaires puissent injecter des fonds supplémentaires à même l'encaisse et avoir des actionnaires. Et il y aurait aller chercher des nouveaux investisseurs. Ça veut dire de nouvelles manières d'aller chercher des investissements par des actions, des actionnaires. Et il y aurait aussi les prêteurs. Ça veut dire se prendre encore une autre marge de crédit, sûrement que vous avez déjà, ou aller prendre un autre emprunt à la banque. Alors, ceux-ci sont des éléments ou des moyens où on pourrait aller chercher des fonds supplémentaires pour alimenter notre 106 000 $ dont nous avons besoin pour notre fonds de roulement. Il est préférable d'identifier les sources supplémentaires de fonds de roulement avant de les utiliser pour la croissance. C'est très important et on va voir par la suite comment. Alors, avant de vouloir aller frapper aux portes pour pouvoir avoir des fonds supplémentaires, qui peut prendre du temps au lieu de demander de l'argent à votre créancier, à vos créanciers ou à votre banque, se pourrait qu'il y ait une autre manière d'y arriver et c'est de comprendre l'efficience opérationnelle. On peut mesurer l'efficience opérationnelle en évaluant le temps nécessaire pour que les ventes soient converties en trésorerie. Il y a certaines choses qu'on peut faire pour cela. Les principaux ratios d'activité que nous allons utiliser pour cela sont le délai moyen de rotation de stock, le délai de recouvrement, le délai de paiement, le cycle d'exploitation et le ratio de rotation des stocks. L'amélioration de l'efficience opérationnelle peut se faire en diminuant les besoins de fonds de roulement. Et c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines diapositives. Alors, nous allons dans un premier temps examiner l'efficience, le délai moyen de rotation des stocks.
cette période pendant laquelle les stocks sont conservés dans l'entreprise avant d'être vendus. Il faut dire que le fonds de roulement, c'est de l'argent qui est assis dans l'entreprise et qui n'est pas encore utilisé. Le fonds de roulement, ça veut dire le délai moyen de rotation des stocks est calculé ainsi. Le stock de clôture divisé par le coût des marchandises vendues. Le stock de clôture est trouvé dans notre bilan et le coût des marchandises vendues est trouvé dans notre résultat des résultats. Ceci va nous montrer combien de temps le stock est resté sur place dans nos entrepôts avant d'être vendu. Alors ici, dans notre exemple, on passe à un stock de clôture de 20 000 divisé par 18 000 qui est notre coût des marchandises vendues, divisé par 30 parce qu'on veut que le dénominateur nous donne un chiffre par jour. Si c'était pour l'année, il aurait fallu le diviser par 365 jours. Mais ici, on est pour le mois, alors on le divise par 30, ce qui nous donne un ratio de 33 jours. Ce qui veut dire que lorsque nous achetons des stocks et ils sont dans notre entrepôt, ça nous prend 33 jours avant de les vendre à un client. Dans un deuxième temps, nous allons examiner l'efficience du délai de recouvrement. C'est la période qui s'écoule avant que le paiement de client ne soit reçu dans nos caisses. Alors ici, la formule pour ce faire est la créance des comptes clients à la clôture, qui se trouve dans le bilan, divisé par notre chiffre d'affaires par jour, qui se trouve dans notre état des résultats. Cela va nous donner le délai de recouvrement. Combien de temps que la compagnie prend pour se faire payer par ses clients. Ici, dans notre exemple, nous avons 75 000 pour nos comptes clients, divisé par, toujours, 50 000 divisé par 30, parce que nous voulons un chiffre journalier, mais si vous pour le mois, mais si vous aviez cette donnée en année, il aurait fallu le diviser par 365. Ça nous aurait donné le même chiffre. Et présentement, dans notre exemple, on a un délai de 45 jours, ce qui signifie que ça nous prend 45 jours avant que l'on reçoive le paiement des clients lorsque le stock est sorti de nos marchandises, est sorti de la compagnie. Ça prend à un client 45 jours pour nous payer. Dans un troisième temps, nous allons examiner l'efficience du délai de paiement, qui est cette période qui s'écoule avant que nous payons nos fournisseurs. Alors ici, dans notre exemple, on a la formule qui est la dette des fournisseurs, ça veut dire nos comptes fournisseurs à la clôture qui se trouvent dans notre bilan, divisé par notre coût des marchandises vendues par jour qui se trouve dans notre état des résultats. Et dans notre exemple, nous avons pour la dette des fournisseurs 15 000 qu'on viendrait diviser par 18 000 divisé par 30 jours, ce qui nous donne un délai de paiement de 25 jours. Ce que ça signifie que ça nous prend, nous, 25 jours avant de payer nos fournisseurs. Je n'aurais pas à vous dire que normalement, on a un délai de 30 jours pour payer nos factures. Ça veut dire ici qu'on paye nos factures 5 jours plus tôt. Ça aura une incidence dans les prochaines diapositives, je vais vous le montrer. Alors, examinons plus en profondeur notre cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation mesure la période pendant laquelle la trésorerie est immobilisée dans l'entreprise. Ça veut dire n'est pas utilisée à d'autres fins dans l'entreprise. Notre cycle d'exploitation est égal au délai moyen des rotations de stock que nous avons vu préalablement, plus le délai de recouvrement, moins le délai de paiement. Ce qui va nous donner au total le temps ou le délai dans lequel l'entreprise, dès l'achat des stocks jusqu'à la réception de ses comptes clients. Combien de jours il y a entre ces deux étapes? Alors, dans notre exemple, nous avons 33 jours pour notre délai de rotation de stock, plus le 45 jours de délai de recouvrement, moins le délai de paiement de 25 jours, nous donne un gros total de 53 jours. Alors, dans cet exemple, ça prend 53 jours à la compagnie pour pouvoir recevoir l'argent et ça veut dire transformer ces stocks en liquidité. C'est carrément ça. Et il ne faut pas oublier que le cycle d'exploitation est aussi communément appelé le cycle commercial. Nous allons voir un autre point de l'efficience qui est la rotation des stocks.
Cet élément nous aide à comprendre combien de fois une compagnie renouvelle ses stocks et remet les stocks sur ses établettes. Le ratio de rotation des stocks se mesure la fréquence à laquelle une entreprise vend ou renouvelle ses stocks au cours d'un exercice. Ici, la formule serait coût des marchandises vendues divisé par les stocks, qui nous donnerait une rotation, un chiffre qui nous permet de voir combien de fois le stock est renouvelé, ce qui permet à diminuer la désuétude. Ça veut dire quand un stock est désuet et n'est plus en fonction pour la vente. Ici, on dit que les stocks de clôture sont indiqués dans le bilan et que le coût des marchandises vendues est indiqué dans les états de résultats. Alors, dans cet exemple, on peut voir qu'il y a, pour notre coût des marchandises vendues, 18 000 qu'on en viendrait diviser par le stock qui est de 20 000 ce qui nous donnerait un ratio de 0,9 ce qui fait que 0,9 fois, durant une période, la compagnie renouvelle ses stocks. Alors, ceci est mon volunteer tip concernant la rotation des stocks. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est d'ajouter cet élément où la rotation des stocks diffère d'une entreprise à une autre et que, dépendamment de la grandeur, la grosseur de l'entreprise, il y aura plus de rotation de stock dans une grande entreprise qu'il y en aurait dans une petite entreprise, un détaillant par contre, ou versus une grande entreprise comme Walmart qui ferait rentrer des stocks beaucoup plus souvent durant la même période. Alors, un des moyens que nous avons pour améliorer l'efficience des stocks serait ceci. Évaluer la demande des clients et des ventes. Ceci est très important. Pour pouvoir diminuer le niveau de rotation de stock ou augmenter le niveau de rotation de stock, il va falloir ajuster les stocks en fonction des ventes prévues. Ça veut dire si vous prévoyez qu'il y aura une augmentation de ventes dans des cycles, supposons saisonniers, en été, vous en vendez plus, alors il va falloir prévoir cela dans vos données. Il va falloir se défaire des articles à rotation lente. Ça veut dire si vous vendez plusieurs types de stocks, il va falloir essayer de passer ceux qui se vendent le moins possible un peu plus souvent. Réduire le volume des stocks de sécurité. Vous savez que avant de faire une commande à un fournisseur pour du nouveau stock, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Alors, cette limite de sécurité que vous vous donnez, vous pouvez la réduire avant de commander du stock à vos fournisseurs. Vous avez aussi optimisé le cycle de commande et les quantités. Ça veut dire recevoir de la livraison plus fréquemment. Ça veut dire voir un peu, comment je pourrais dire ça, et regarder quand vous avez besoin de stock et évaluer exactement au moment opportun quand passer une nouvelle commande. Recourir à l'expédition directe. Ça veut dire des articles coûteux ou à rotation lente, pouvoir vous les faire expédier plus directement par le fournisseur. Et c'est défaire des stocks désuets. Ce dont je parlais, ça veut dire des stocks qui ne sont plus propres à la vente et que vous pourriez vous débarrasser. Essayez de se défaire plus rapidement de ces stocks désuets-là. Alors, pour répondre à la question « Comment amener mes clients à me payer plus vite ?» Nous allons voir ici, dans cette diapositive, le délai de recouvrement. Quelle méthode employez-vous pour améliorer l'efficience et accélérer les paiements des clients? Une des choses que vous pouvez faire pour améliorer et amener vos clients à vous payer plus rapidement serait d'envoyer des factures le plus rapidement possible. Ça veut dire, dès que vous faites une vente, vous envoyez la facture automatiquement. Vous pouvez aussi, il faudrait aussi réduire les risques d'erreur. Ça veut dire, si votre client a demandé 10 items et vous lui en envoyez 8, mais vous le chargez quand même pour les 10, il faut faire attention aux erreurs qui peuvent survenir lors de la facturation. Il faut aussi, une des manières pour les amener à vous payer plus vite serait de leur accorder des rabais sur la rapidité des paiements. Ça veut dire que vous pouvez lui donner un rabais 2 si il vous paye en dedans de 10 jours. C'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans l'industrie. Ça peut vous permettre, ça peut les inciter à vous payer un peu plus rapidement. Aussi, il faudrait surveiller les paiements en retard. Ça veut dire faire un effort au niveau de la collection des montants.
Est-ce que vous les appelez plus souvent lorsqu'ils sont en retard, lorsqu'ils dépassent les délais de paiement? Alors, il faudrait mettre un effort de collection par rapport à ça. Il faudrait aussi essayer de régler plus rapidement les différends qui existent entre vous et votre client. Ça veut dire des ententes qui ne sont pas été respectées ou quoi que ce soit. Essayez le plus rapidement d'en venir à bout pour pouvoir améliorer la situation. Et de plus, de nos jours, on utilise beaucoup l'électronique. Une autre de ces manières, ce serait de procéder par EDI. Ça veut dire de permettre à vos clients de vous payer au moyen de transfert électronique via une banque. Cela va vous aider à réduire le délai de paiement de la part de vos clients. Alors ici, un autre moyen pour améliorer l'efficience qui est votre délai de paiement. Ceci dit, quels moyens employez-vous pour améliorer l'efficience en ce qui concerne vos paiements à vos fournisseurs? On a vu ici dans notre exemple que qu'on prenait 25 jours pour payer nos fournisseurs. Un de mes conseils serait de toujours payer vos fournisseurs juste à temps, pas avant, parce que dans ce temps-là, vous retenez de l'argent que vous auriez pu utiliser ailleurs dans l'entreprise. Alors, un des conseils que je vous donne serait de payer vos fournisseurs au terme demandé. Si le fournisseur vous donne 45 jours pour payer une facture, vous devez la payer en 45 jours. Et aussi, des fois, on peut avoir, comment pourrais-je dire, une entente tacite entre vous et le fournisseur pour pouvoir allonger le délai de paiement. Ça veut dire que sur les factures, c'est indiqué 30 jours, mais vous pouvez, par une entente avec votre fournisseur, de savoir que vous allez les payer dans 40 jours, supposons, ce qui vous donne un délai de 10 jours supplémentaires. Alors, il y a toutes sortes de moyens d'essayer de réduire notre délai de paiement. Alors ici, prenons un exemple. Supposons que nous arrivions à avoir une réduction de 10 % des stocks. Le délai moyen de rotation des stocks diminue à 30 jours. Prenons ça comme exemple. Il y aura une amélioration du processus de recouvrement. Il va falloir mettre en œuvre des moyens de paiement électronique, supposons, qui permettraient à notre situation de s'améliorer au moins de 4 jours. Et si on part avec une facturation rapide, cela améliorerait notre situation au moins de 5 jours pour le délai de paiement. Si on veut améliorer notre situation dans notre processus de paiement des comptes fournisseurs, si on fait un paiement de facture à l'échéance, ça veut dire lorsque notre fournisseur le demande, on pourrait éliminer et améliorer notre situation pour plus de 3 jours. Alors, globalement, pour notre situation, vu qu'on a réduit nos stocks de 10 % et qu'on a amélioré notre efficience, globalement, on arrive à un résultat de 38 jours, comparativement à 53 jours dans notre ancien exemple, qui fait une différence de 15 jours. Alors, nous venons de gagner 15 jours sur notre fonds de roulement et sur notre cycle d'exploitation. Alors, pour mieux comprendre notre exemple d'avant, notre amélioration de l'efficience, prenons un exemple avec des chiffres. Ici, nous avons un actif à court terme de 88 000 en comparaison à 105 000 dans notre exemple précédent et un passif à court terme de 16 800 $ en comparaison à 15 000 $ dans notre exemple de tantôt. Ce qui nous démontre ici que notre fonds de roulement, comme j'avais dit, c'est l'excédent de l'actif sur le passif, revient à 88 000 moins 16 800 qui nous donne un montant de 71 200, comparativement à 90 000 dans notre exemple d'avant. Alors, on vient d'améliorer notre efficience globale et notre cycle d'exploitation de 18 000, à peu près de 18 800 $. Alors, comme on peut voir, globalement, nous venons d'améliorer notre situation financière pour un montant de 18 800 $ comparativement à notre exemple précédent, ce qui n'est pas peu négligeable. Ça veut dire qu'on a été capable, au lieu d'aller frapper à la porte d'investisseurs pour des emprunts, on a été capable, juste par une méthode interne, de venir améliorer notre efficience et de réduire notre fonds de roulement de 90 000 à 71 200 $. Alors, globalement, l'amélioration de l'efficience est ceci. Les ratios doivent faire l'objet d'un calcul très suivi.
Les ratios doivent être comparés avec ceux du secteur. Comme je vous avais déjà mentionné, vous pouvez aller dans Industrie Canada ou Statistique Canada pour voir les ratios de votre secteur. Les tendances doivent être analysées, c'est-à-dire les graphiques que vous faites et tout ce qui vient avec doivent être scrupuleusement analysés pour voir et dénoter les faiblesses. La variation défavorable doit faire l'objet d'une enquête. Alors, pourquoi sommes-nous en dessous de notre concurrent immédiat? Alors, quand vous trouvez le problème, posez-vous la question. Pourquoi est-ce arrivé? L'amélioration de l'efficience opérationnelle peut permettre de dégager des sommes du fonds de roulement, comme je viens de vous le démontrer, entre notre 90 000 $ et nos 71 000 $. On est venu débloquer des fonds supplémentaires en détenant moins de stock. Ça peut favoriser à cela et en se faisant payer plus rapidement par les clients peut favoriser et améliorer notre efficience. Alors, pour chacun des volunteer tips, vous devez savoir qu'on met à votre disposition certains documents qui vont vous aider durant votre présentation, comme le glossaire, l'explication des mots, et puis la comparaison et mise en opposition, et aussi le bilan de base. Alors, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses à comment maximiser votre entreprise et que ça vous a permis d'avoir d'autres idées et d'autres manières de faire. Au lieu d'aller demander ou contracter des emprunts, vous avez une autre manière pour pouvoir aller voir comment débloquer des fonds supplémentaires dans votre entreprise. J'espère que vous avez passé un bon temps avec moi et moi, j'ai été super contente de vous avoir aujourd'hui dans mon atelier et si vous avez des questions, nous sommes présentement dans la période de questions et réponses et bonne soirée.